Ah bah oui, il faut construire. Voilà, il faut prouver ce que Jean-Pierre évoquait tout à l'heure, la DHS, détermination, homogénéité, stabilité. Tu vois, il faut tout un dossier, il faut payer très cher. Parce que enfin, la question que je me posais, c'est pourquoi vous essayez de. Enfin, je comprends que le système ne vous plaise pas du tout, mais quelque part, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à rentrer dedans en faisant valider en faisant rentrer toutes vos semences? Alors tu t'imagines pas du prix qu'il faudrait payer, premièrement. Secondement, la DHS, Jean-Pierre l'a expliqué, c'est une supercherie. La vie est évolution, tu vois. Alors nos anciennes variétés, qui contrairement aux hybrides entre guillemets modernes sont des clones, nos variétés qui sont des variétés de population avec un spectre génétique très large, elles sont loin d'être des clones. Donc financièrement impossible, techniquement on ne peut pas prouver la DHS. C'est pour ça que, et d'ailleurs ça ne nous intéresse pas du tout, en 1997, le gouvernement français, pour valider, pour essayer de contourner un peu le problème que nous représentions en France, a créé un catalogue pour variétés amateurs. Ces variétés sont strictement interdites en fait à la commercialisation pour les maraîchers, c'est que pour l'usage jardinier. Mais il fallait payer à l'époque 250 €, c'était 1470 francs. Il fallait prouver qu'elles avaient plus de 20 ans d'âge. Il fallait prouver la DHS, il fallait remplir des fiches techniques en 23 points pour dire si votre tomate elle est petite, elle est moyenne ou elle est grosse, comme les petits cochons. Seulement dans notre collection, on a des tomates qui font 10 grammes, on a des tomates qui font 1,5 kg ou 2 kg. Où est-ce que vous situez 50 grammes, 500 grammes? C'est petit, moyen ou gros? Vous voyez, il y avait 23 questions comme ça à répondre. Donc il était hors question pour nous qu'on s'embarrasse, il était hors question qu'on paye 1 centime à l'État français pour avoir le droit de garder le patrimoine de l'humanité. Il était hors question qu'on prouve que nos variétés ont plus de 20 ans d'âge. Ça ne les regarde pas. On n'est pas payé pour faire un travail de botanique historique, vous voyez. Donc en fait, en réunion à Paris, j'ai dit non, on prend le maquis. Et j'ai fermé la structure que j'avais et on a créé Cocopelli en tant qu'association de 1901. À ce moment-là, c'était en 98-99 pour essayer de contourner la loi française. On n'a rien contourné du tout parce que Cocopelli est devenu de plus en plus connu et là, crac badaboum, on lui tombe dessus et en fait, en gros, on veut nous fermer. Pourquoi est-ce qu'on veut nous fermer? C'est pas tant parce qu'on distribue des semences interdites, entre guillemets, mais c'est parce que Cocopelli est une base de l'agroécologie. Donc tuer Cocopelli, c'est tuer le début, en fait, de la chaîne agroécologique. Si vous enlevez les semences, c'est très difficile de faire de l'agroécologie. Pourquoi? Parce que la nature d'une semence appelle un type d'agriculture. Un F1 va appeler toute l'artillerie lourde, des pesticides et des intrants. La même chose pour les OGM. Donc si vous voulez faire de l'agroécologie, vous êtes obligé d'utiliser des bonnes vieilles variétés telles qu'elles existaient avant, avec un spectre génétique qui est très très large. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'en France, on est une exception par rapport à ce cadre hyper rigide du catalogue? On est l'exception, tu as raison, parce qu'on l'applique. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as raison. Quand je parle d'inscription dans un catalogue français, je devrais être plus précis. Si telle variété est inscrite dans un catalogue polonais ou roumain maintenant, ou allemand, etc., vous pouvez la commercialiser en France. Donc avec l'Europe, vous pouvez commercialiser en fait des variétés inscrites dans l'un des catalogues de la communauté européenne. Mais l'autre jour, on avait une rencontre avec des homologues allemands. Les gars, ils nous disent, on veut bien vous aider. Mais nous, on n'est pas inquiétés. Pourquoi on n'est pas inquiétés en Allemagne? Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Premièrement, l'Allemagne est décentralisée par land, en fait. Ce n'est pas un système étatique comme en France, premier point. Second point, il n'y a pas de semencier en Allemagne. S'il n'y a pas de semencier, il n'y a pas de plainte. S'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'intervention de l'État. Donc en fait, la France est le pays au monde qui a la législation la plus stricte, en fait, au niveau du catalogue. Je peux vous dire qu'aux États-Unis et au Canada, il existe 274 semenciers qui véhiculent plus de 8000 variétés non hybrides, donc des variétés qu'on appelle open pollinated, à savoir des variétés à pollinisation ouverte, et il n'y a aucune législation, ça n'existe pas. Et pourtant, les États-Unis sont membres de l'UPOV, mais ils s'en fichent de l'UPOV. À la limite, aux États-Unis, c'est le dollar qui compte. Tout ce qui se vend, c'est sacré. Donc si c'est les anciennes variétés qui se vendent, si les gens font du dollar avec les anciennes variétés, pourquoi pas? Ça, c'est vraiment la philosophie de base aux États-Unis. Donc en fait, la France est le pays au monde qui a la législation la plus stricte, mais n'oubliez pas que la France est quasiment le deuxième pays producteur au monde de semences, après les États-Unis, et quasiment le deuxième ou troisième pays utilisateur de pesticides au monde. Donc on a des palmes dans ce pays.
Et non seulement des palmes, mais un esprit très cartésien, très matérialiste. Il y a un pouvoir de l'État qui est absolument énorme, et ça donne ce que ça donne en ce moment. Cocopelli harcelé, et avec un risque d'être fermé, parce qu'on distribue des semences de tomates. Là, on n'est pas dans la Marie-Jeanne, dans l'héroïne ou la cocaïne. On est dans de la semence de tomates. Vous voyez un peu le grand crime de lèse-majesté. Ce qu'il faut dire aussi, ce que j'ai omis, c'est que depuis la Convention de Paris, 1961, création de l'UPOV, toutes les anciennes variétés ont été éradiquées des anciens catalogues semenciers et du catalogue national. Au jour d'aujourd'hui, vous ouvrez la rubrique tomates dans le catalogue national du CNIS. Vous allez trouver 401 variétés, 1% d'anciennes variétés, un autre pourcent, je crois, qui sont des variétés fixées, entre guillemets, mais non hybrides, et donc 98% de variétés hybrides F1 dans les tomates. Et quand le président du CNIS nous dit « Mais attendez, il y a une énorme diversité de semenciers en France, etc. » Foutaise. Si vous regardez les courgettes, par exemple, eh bien, il y a une centaine de courgettes, dont on va dire, en gros, je ne me rappelle plus, mais en gros, c'est 96% sont des hybrides F1. Et bien sur les 96%, la quasi-totalité appartiennent à 3 multinationales. C'est tout. Limagrin, évidemment, Monsanto et Syngenta. Parce que Limagrin, c'est une multinationale. Quand vous regardez dans les jardineries, vous allez trouver des semences Villemorin, Close, Tézier, Pau Semences, etc. Ce ne sont que des noms. Tout a été racheté par Limagrin. Limagrin est le numéro 4 sur la planète. Limagrin a fait sa fortune grâce à quoi? Jean-Pierre pourrait mieux vous l'expliquer, grâce au maïs hybride F1, travail de l'INRA, travail de la recherche publique, payé avec nos deniers. L'INRA a donné les maïs à Limagrin, qui a fait une fortune et qui est devenu le 4e consortium mondial. Limagrin est parti d'une petite coopérative dans la Limagne. Donc, vas-y. Ils étaient très étonnés, mais bon, parce est-ce qu'ils se sont penchés sur le dossier? Oui, voilà, c'est pour ça, quels sont vos arguments? Ah ben, des arguments, on n'a que des intuitions féminines, on va dire, par rapport à ça. Mais on a aussi les oreilles très ouvertes. On n'est pas fous. Hein? Et comment on pourrait le prouver? Ah ben, le prouver, ben, voilà, que par des analyses. L'autre jour en Ardèche, donc, on a un contact, un gars qui me dit, donc, il y a 10 ans en arrière, il faisait des tomates biotech dans des serres. Vous savez, les tomates, ça monte à 5 ou 10 mètres de hauteur. Là, on n'est pas au niveau des OGM, bien qu'on ne sait pas. Hein, c'était du long life. Hein. Donc aujourd'hui, entre le long life qui est du biotech conventionnel et le long life qui est de l'OGM, qui va savoir quand les semences viennent d'ailleurs? Premier point. Second point, le gars, ils allaient chercher en camion des pesticides interdits en Espagne qui arrivaient du Maroc. Si les gars déjà sont dans l'illégalité la plus formelle au niveau des pesticides, qu'est-ce qui va les empêcher de faire transiter par l'Espagne des semences OGM interdites? Vous savez depuis quand sont les OGM sur la planète? Une date. Mais couramment, j'entends. Vous n'avez pas idée? Hein? Couramment, 1982. Vous allez au Mexique, au Chili, 1982, 1984, vous aviez déjà des OGM partout. Donc quand vous voyez que Limagrin, avec l'INRA, fait des travaux en 1982-84 au Chili pour faire du melon transgénique, qu'est-ce qui va nous prouver qu'il n'est pas... et qui est commercialisé au Chili ensuite? Qu'est-ce qui va nous prouver qu'il n'y ait pas des melons ici? Vous avez vu ce qui se passe en Espagne au niveau des OGM? L'Espagne, c'est latin, hein, c'est très très latin. Plus vous descendez vers le sud, moins il y a de discipline. Donc Raoul, qui est chargé de mission chez Cocopelli, mais qui est paysan, l'an passé disait on devrait commencer dans nos propres maïs à faire des analyses génétiques, parce que en fait, les maïs génétiques, les maïs OGM sont en France sans doute depuis bien plus longtemps qu'on le pense. Pourquoi? Les gars, ils allaient en Espagne acheter la semence maïs. Pourquoi? Elle coûtait 40% moins cher